Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 11 mai, troisième dimanche après Pâques. 3 séquences. Tout d'abord, nous accueillerons Karen Darentière, qui est l'organisatrice d'un colloque qui aura lieu les 23 et 24 mai prochains à la Cité universitaire à Paris sur le thème de la corédemption de la Très Sainte Vierge Marie. Ensuite, seconde séquence, nous accueillerons Ludovine de la Rochère, présidente du syndicat de la famille, à l'occasion de la publication au mois de février dernier d'une circulaire ministérielle sur l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle destinée aux enfants des établissements publics d'une part, mais également privés sous contrat. Et enfin, Rénal Sécher, organisateur à la chapelle Basse-Mer d'un colloque et de l'inauguration d'une dîmerie le 17 mai prochain. Bonjour Karen Darentière. Bonjour cher monsieur. Donc vous êtes l'organisatrice d'un colloque qui aura lieu les 23 et 24 mai prochains à la Cité universitaire de Paris et dont le thème sera la corédemption de la Sainte Vierge. Alors, par le début, commençons par le début. Quels sont les dogmes de foi à propos de la Très Sainte Vierge Marie ? D'abord, en ordre d'importance, il y a la maternité divine. Donc, c'est l'immense privilège de Notre-Dame d'être mère de Dieu. Et donc, ça a été proclamé dogme lors du Concile d'Éphèse en 431. Puis ensuite, en vue justement de devenir une digne mère de Dieu, Notre-Dame a été conçue immaculée, donc sans la moindre tache de péché originel, proclamé dogme par Pie IX en 1854, puis ensuite, comme cela convient à celle qui est totalement consacrée à sa mission de mère de Dieu, donc le dogme de la virginité perpétuelle a été proclamé en 1555 par Paul IV, et cela signifie que Notre-Dame est restée vierge intégralement avant, pendant et après l'enfantement de notre Seigneur. Et enfin, comme nous savons bien, donc il y a le dogme de l'Assomption au ciel corps et âme de Notre-Dame, proclamé par Pie XII en 1950. Et donc nous appelons de tous nos vœux un 5e dogme proclamant Notre-Dame corédemptrice et médiatrice de toute grâce. Alors, qu'est-ce que ça signifie justement, ce mot de corédemptrice ? Eh bien, le mot de corédemptrice signifie que Notre-Dame a participé à notre salut avec et sous notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous appelons Notre-Dame notre corédemptrice car elle est notre mère spirituelle. Au moment de l'Annonciation, elle a consenti à être la mère du Rédempteur. Puis ensuite, elle a consenti à tous ses actes rédempteurs. Et puis, au pied de la croix, surtout, elle a offert son Fils à Dieu le Père. Donc, elle a participé au sacrifice de notre salut en tant que notre mère spirituelle et notre corédemptrice. Et ce n'est pas une nouveauté ou c'est une doctrine traditionnelle et qui a été déjà enseignée par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui appelle Notre-Dame la réparatrice du genre humain. C'est l'équivalent de corédemptrice. Et cet enseignement de Saint Louis-Marie est repris par Saint Pie X dans son grand encyclique marial Ad Diem Illum en 1904, où il dit justement que Notre-Dame est réparatrice du genre humain, et il explique donc en profondeur cette belle vérité de Notre-Dame comme notre mère spirituelle, notre corédemptrice. Alors, si cette doctrine est ancienne, si elle a été promue par de tels saints, pourquoi n'est-elle pas encore, d'une certaine manière, solennisée ? Y a-t-il des oppositions ? Et puis, autre question, quelle a été la position du Concile Vatican II sur le sujet ? Pour l'instant, donc, l'Église ne s'est pas prononcée.
Donc ce n'est pas un dogme de l'Église, mais beaucoup de personnes espéraient qu'au moment du concile et surtout après donc la proclamation du dogme de l'Assomption, qu'il y aura donc ce 5e dogme couronnant tous les autres en déclarant Notre-Dame médiatrice de toute grâce et co-rédemptrice. Et cependant, au moment du concile, il y a eu comme une bataille, un affrontement entre ceux qu'on a nommés minimalistes, et je dirais que ce sont des progressistes en somme, et puis d'autres qu'on appelle maximalistes, et c'est la tendance, je dirais, traditionnelle. Et donc, et les minimalistes ne voulaient plus voir Notre-Dame comme médiatrice de toute grâce, comme reine du ciel et de la terre, mais comme un simple membre de l'Église, une humble femme qui nous accompagne dans notre pèlerinage de foi. On ne voulait plus penser à sa coopération avec et sous son Fils, à l'œuvre de notre salut. Donc, son mystère était comme minimisé. C'est un peu analogue avec ce qui s'est passé avec la Sainte Messe. On ne veut plus voir l'aspect sacrificiel, mais ça devient comme un simple repas convivial. De même pour le mystère de Marie. C'est une simple femme qui nous accompagne sur notre chemin, et ce n'est plus la reine. Et puis je crois que sur ce sujet, il y avait aussi la volonté de ne pas irriter les protestants en rajoutant un dogme marial. Bien sûr, ça va avec. Vis-à-vis des protestants. Oui, c'est ça. Il y avait une certaine conciliation écuménique qui ajoutait à tout ce problème. Mais c'est d'abord une question interne. Une sorte de bataille entre catholiques. Alors, quels sont les intervenants et quel est le programme de ce colloque? Eh bien, le programme suit un plan que nous avons conçu, donc, qui est de montrer le lien indissoluble entre tous les dogmes, entre tous les privilèges de Notre-Dame et la co-rédemption. Et pour commencer, il y aura l'abbé Claude Barthes qui nous parlera de la présence de la co-rédemption dans l'école française de spiritualité, donc avec Saint Jean-Eudes, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Puis ensuite, nous aurons le professeur Roberto de Mattei qui nous parlera justement de cet affrontement entre maximalistes et minimalistes au moment du concile. Puis on aura une suite de conférences montrant le lien entre la co-rédemption et chaque dogme. On aura un dominicain, le père Jean-Christophe de Nadaille, on aura un franciscain, le père Serafino Lanzetta. On aura aussi un spécialiste de la question, un professeur à l'université de Lugano, l'abbé Hauck. Et puis nous aurons l'abbé Patrick Troedec de la fraternité Saint-Pédis, qui d'ailleurs a écrit un magnifique ouvrage sur Notre-Dame de Compassion, c'est-à-dire Notre-Dame co-rédemptrice. Et à la fin, nous aurons Monseigneur Athanasius Schneider qui nous parlera de Notre-Dame co-rédemptrice comme destructrice des hérésies. Et puis, entre chaque conférence, il y aura la récitation de chapelet. Donc, c'est un colloque priant. Voilà, on récitera notamment le chapelet des 7 douleurs de Notre-Dame co-rédemptrice. Et puis également, nous aurons 2 séances de dédicace d'ouvrages, donc avec Monseigneur Schneider qui dédicacera son ouvrage « Fuyez l'hérésie » et le professeur de Mattei qui dédicacera son histoire sur Vatican II, qui est un ouvrage de grande importance aujourd'hui. Alors, concrètement, comment vous rejoindre, comment s'inscrire? Eh bien, concrètement, l'inscription est facile. C'est une inscription gratuite. Il suffit de se rendre sur le site du colloque, c'est www.coredemptrice.net. Voilà. Et donc, il y a tout le programme et le moyen de s'inscrire gratuitement au colloque. Eh bien, merci beaucoup. Je vous souhaite une pleine réussite et je serai présent. Merci beaucoup, chère madame. Merci, monsieur. Merci.
Bonjour Ludovine de la Rochère. Bonjour Jean-Pierre, bonjour. Le 4 février dernier a été publiée une circulaire sur les programmes scolaires traitant, je cite, de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, EVARS. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors c'est ce que communément on appelle l'éducation sexuelle à l'école. Et c'est un programme, enfin disons un contenu qui doit être délivré aux élèves. C'est obligatoire depuis l'année 2001. Et puis ça avait été fait sur la base de quelques circulaires assez vagues, avec plutôt des objectifs que du contenu. Ça s'est fait pendant des années, et puis les associations du type planning familial ont prétendu que ça n'était pas fait partout, que soi-disant que seulement 15% des élèves en bénéficiaient, je mets des gros guillemets, et donc Pape Ndiaye avait lancé l'élaboration d'un programme. Alors après tout, un programme, du coup, ça a le mérite de la transparence, tout le monde peut y avoir accès. Sauf que malheureusement, le programme qui a été rendu public, en effet, le 4 février dernier, n'est pas du tout un bon programme. Alors, y a-t-il une dimension idéologique dans ce programme ? Alors, il y a une première chose. Il y a un progrès, c'est que ce programme dit que en primaire, donc maternelle et élémentaire, c'est une éducation à la vie affective et relationnelle. Et à la sexualité s'ajoute à partir pour le collège et le lycée, donc à partir de la 6e. Donc ça, c'est plutôt un petit mieux par rapport à la situation précédente. Est-il idéologique ? Il est profondément imprégné d'idéologie. Une idéologie qui consiste à considérer d'abord que l'homme est coupable, la femme est victime. Et dès les toutes petites classes de maternelle, il faut sans cesse rappeler et redire que l'homme et la femme sont égaux, ce qui est d'abord une évidence, mais il faut le rappeler comme si justement nous étions dans un contexte de patriarcat dans lequel les hommes étaient tous des dominateurs, et il faudrait prétendument former les petits garçons dès l'âge de 3-4 ans à ne pas dominer les petites filles, donc à ne pas prendre trop de place dans la cour de récréation, à ne pas trop se faire interpeller par la maîtresse dans les salles de classe, à bien vouloir jouer aussi avec partager leur espace de jeu, ce qui en soi n'est pas le problème, mais en fait l'arrière-plan idéologique, l'analyse dont ça découle est très forte. Et les petites filles qu'on considérerait comme des victimes, évidemment, ça n'est pas et certainement pas la bonne manière de se lancer dans la vie que de penser qu'on est une victime et de n'être que dans quelque chose qu'on subirait prétendument. Et tout cela se développe au fil des années et donc dès le plus jeune âge. Et puis après, à partir du début du collège, arrive à proprement parler l'idéologie du genre. Donc là, on était plutôt dans un versant néo-féministe, pourrait-on dire. Enfin, c'est le néo-féminisme qu'on trouve, bien sûr, qui imprègne le wokisme. Et puis, un autre aspect qui est complémentaire, qui va avec également, c'est donc l'idéologie du genre, qui consiste à penser que l'homme et la femme ne sont que des constructions sociales et culturelles. Et d'après le programme, le sexe, comprenez sexe biologique, serait différent du genre, comprenez la manière dont nous présentons comme homme ou comme femme, la manière dont nous ressentons. Donc on pourrait être, d'après cette idéologie, on peut être de sexe masculin, mais se sentir et se présenter comme femme ou réciproquement. Mais on peut d'ailleurs aussi se présenter comme ni homme ni femme, ou homme et femme, ou à genre, pangenre, enfin tout ce que vous voulez. Et donc cette idéologie imprègne ensuite toutes les années, les unes après les autres. Alors ça, c'est les grandes lignes, mais il y a aussi des exemples plus précis à donner. Dans la même veine idéologique, en classe de CP, il faut présenter aux enfants tous les modèles de famille. Donc là, vous avez une longue liste. Alors, il y a toujours eu des familles, malheureusement, avec des parents qui sont veufs ou des enfants adoptés. Mais là, la longue liste, en fait, elle vise à parler notamment, comme ils disent, des familles homoparentales, c'est-à-dire des familles dans lesquelles il y aurait prétendument deux papas ou deux mamans. Et évidemment, dès le CP, il y a même une première étape qui précède en maternelle. Il s'agit d'inscrire dans le cœur et dans l'esprit des enfants que, soi-disant, on pourrait avoir deux papas ou deux mamans. Normal, oui. Alors, il y a des enfants qui sont élevés par un père et le conjoint de leur père. Dans la société contemporaine,
c'est ce qui peut arriver, mais on ne peut pas faire comme si un enfant était littéralement né de 2 hommes ou de 2 femmes. C'est un immense mensonge, et bien sûr, c'est aussi une manipulation et une forme de propagande. Vous avez aussi, à la fin de la classe de primaire, la lutte contre les discriminations qui commence à être développée et qui poursuit sur ce même type de sujet, et qui en fait va venir... vous savez, c'est toujours ces questions de lutte contre les discriminations qui en fait sont le vecteur d'une propagande idéologique, philosophique et politique en faveur de l'utopie de la société dont rêvent, pour faire très court, les progressistes, ou aujourd'hui on dit beaucoup les woke, mais en réalité les progressistes sont woke et les woke sont progressistes. Mais c'est vrai que le wokisme a une vision de la société avec les dominants et les dominés, les coupables et les victimes, et avec tout un système très caricatural, très simpliste, très manichéen et déconnecté du réel. Alors, quel est le rôle des parents dans ce dispositif ? Les parents n'ont pas de rôle, c'est-à-dire que les parents sont mentionnés une seule fois pour simplement indiquer qu'ils seront informés en tout début d'année. C'est-à-dire qu'à la réunion de rentrée, l'établissement scolaire va évoquer le fait, parmi beaucoup d'autres choses, qu'il y aura cette éducation dite EVARS, dont très peu de personnes savent ce que ça signifie, et qu'elle sera faite au long de l'année, qu'elle est obligatoire, et puis voilà, terminé. Autrement dit, les parents ne seront pas prévenus avant les séances, il ne leur sera pas dit qui intervient et quel est le contenu. Alors, ils peuvent aller consulter le programme désormais, mais en fait, dans la vie réelle, dans le quotidien, ils ne seront pas informés, et au prétexte que, comme toujours, il y aurait des victimes, des enfants qui seraient victimes de leurs parents, et donc du coup, tous les enfants sont victimes de cette idée-là, en n'étant pas prévenus, en n'ayant pas la possibilité, à l'occasion de ces séances, d'ouvrir des échanges avec leurs enfants. Donc moi, ce que je recommande aux parents, c'est de parler à leurs enfants avant. De toute façon, ce sont des sujets qu'il faut aborder en famille. Ça, c'est extrêmement important. Mais d'autant plus que là va être délivré un contenu qui est absolument inadapté et tout à fait scandaleux sur tous ces sujets. Alors, est-ce que ça va s'appliquer aux privés sous contrat et aux privés hors contrat ? Alors, ça va s'appliquer au public comme au privé sous contrat. C'est dûment indiqué et rappelé dans l'introduction de ce programme. Cependant, ce programme indique aussi quelque part, dans un certain nombre de recommandations liées au programme, qu'il faut s'adapter au contexte local. Alors, moi, je ne sais pas quelle était l'idée des auteurs du programme ou de la Direction générale de l'enseignement scolaire, la DGESCO. Est-ce que leur idée, c'était de s'adapter au quartier ? Donc en clair au public musulman. En tout cas, cette phrase, elle peut permettre à des établissements scolaires privés sous contrat d'arguer du fait qu'ils s'adaptent à leur propre contexte. Mais c'est vrai que ça vient en contradiction avec l'introduction qui dit que ça s'applique aussi aux privés sous contrat. Quant aux privés hors contrat, ça ne s'applique pas aux privés hors contrat. Ils restent libres d'aborder ces sujets comme il l'entend, puisque ça ne fera pas l'objet pour les diplômes du brevet, du baccalauréat, d'une vérification des connaissances. On est quand même dans une discipline qui a désormais un programme scolaire, et pour autant, ça n'est pas un enseignement scolaire. On est un peu dans un entre-deux, mais il n'est pas prévu de passer les examens nationaux de l'enseignement français sur cette matière-là. Eh bien, merci beaucoup de ces explications. Donc, je renvoie nos téléspectateurs à 2 documents sur le sujet. Tout d'abord, une lettre de Famille et Liberté. Que penser du nouveau programme scolaire d'éducation à la sexualité ? Voilà, il y a 4 pages. C'est, je trouve, très synthétique et très bien présenté. Et puis, vous aviez participé également donc, à un colloque, l'éducation sexuelle à l'école, un colloque au Palais du Luxembourg le 9 février 2024. Donc au Sénat, absolument. Et puis sur le site internet du syndicat de la famille, il y a des documents de décryptage et de conseils aux parents pour les aider, pour se préparer, voir ce qu'il faut faire et dire auprès de leurs enfants. Et puis, en cas de difficulté, de problème, comment agir, que faire. Merci beaucoup, Ludovine. Merci Jean-Pierre Mogendre.
Bonjour Rénal Sécher. Bonjour Jean-Pierre. Donc vous êtes bien connu de nos téléspectateurs pour vos ouvrages historiques et puis également pour l'œuvre que vous avez entreprise à la chapelle Basse-Mère depuis maintenant des décennies. 33 ans. Voilà. Et donc le 17 mai prochain aura lieu l'inauguration d'une dîmerie d'une part et d'autre part un colloque autour du thème Révolution française et totalitarisme actuel. Alors, commençons par le début. Qu'est-ce qu'une dîmerie ? Alors, une dîmerie, c'est une structure qui est ancrée dans l'histoire, dans la dîme. La dîme, on trouve pour la première fois la trace de la dîme chez Abraham. Et en fait, plus tard, c'est Jacob qui s'engage à redonner à Dieu 1/10 de ce que Dieu lui donne. Cela a été formalisé par Charlemagne, qui a monté autour de ce concept une structure qui s'appelle la fabrique. La fabrique est composée de 2 entités, le général de paroisse, qui est en fait le chef de l'exécutif, et il y a le législatif. À noter qu'on n'élit que des gens fortunés, parce qu'ils sont responsables sur leurs biens de leur mauvaise gestion, ce qui pourrait donner des idées à l'heure actuelle. Et entre autres, cette fabrique est chargée de collecter la dîme. Théoriquement, c'est 1/10 des récoltes. Cela peut se traduire par, bien entendu, ce qu'on appelle les bleds localement, les céréales, etc. Mais les artisans, les commerçants payent en finance et d'autres peuvent payer en matériaux, etc. Donc, grosso modo, la dîme est une redevance qui est concédée par l'addition des villageois, gérée par le général de fabrique et qui sert exclusivement à la gestion de la paroisse. Alors la gestion de la paroisse à l'époque, c'est quoi? C'est bien entendu l'entretien des biens religieux, c'est-à-dire les églises, les chapelles, les cimetières qui font partie de l'ensemble religieux, mais aussi tous les biens des légats, des fondations, etc. Ça, c'est le premier objet. Deuxième objet, c'est la NPE. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de travail, la dîme va permettre de financer les ouvriers au chômage. C'est aussi les maisons de retraite. J'exagère, bien entendu, mais on gère justement les retraités, les vieillards, etc., en leur fournissant la nourriture et puis ce qu'il faut pour leur confort. Ça peut être aussi la sécurité sociale, etc. En fait, l'organisation autour de la fabrique à partir du collectage de la dîme, correspond grosso modo, localement, à la gestion de l'État par rapport à la nation à l'heure actuelle. Alors, en quoi consiste l'ensemble mémoriel que vous avez créé à la chapelle Basse-Mère depuis donc 33 ans? Alors, en 1789, les biens du clergé sont nationalisés. Ils vont être vendus à une addition d'individus, et à la chapelle Basse-Mère, il y a un comportement spécifique. C'est-à-dire qu'il y a un regroupement d'amis, de parents, qui décident ensemble de racheter tous les biens du clergé pour les restituer plus tard au clergé avec les mêmes objectifs. Donc ils ont racheté l'église, ils ont racheté les cimetières, ils ont racheté la dîmerie. Alors la dîmerie, c'est quoi? C'est une vaste structure qui est décomposé en 4 ensembles. Pour commencer, un package, c'est là où on met les animaux pour la collectivité. Deuxièmement, il y a une étable pour une écurie, plus exactement, pour les chevaux des curés de la paroisse et des vicaires, parce qu'il y a 2 curés à la chapelle Basse-Mère. Et puis, après, il y a la maison du gardien, la godine, et puis il y a les granges dîmières. En fait, il y a 2 granges dîmières. La première grange sert à récupérer le vin et à le presser. Et là, localement, il y a 2 monuments exceptionnels qu'on appelle les pressoirs à long fût, qui sont intacts. Donc on presse le vin, on met tout en barrique et on va mettre ça dans la 2e salle qui est un véritable coffre-fort parce qu'on se méfie des paroissiens, bien entendu. Donc c'est blindé. C'est-à-dire qu'il y a des toutes petites fenêtres qui sont l'équivalent des meurtrières et puis il n'y a qu'une seule porte d'entrée à 3 clés. Un clé pour le représentant du pouvoir, c'est-à-dire le Parlement de Bretagne, puisque nous sommes en Bretagne, qui est géré par le notaire.
une clé gérée par l'Église, c'est-à-dire le recteur, puisque nous sommes en Bretagne, et une clé gérée par le général de paroisse. Et on ne peut rentrer dans le bâtiment que si les 3 détenteurs des clés sont présents. Et la distribution se fait sous le contrôle de ce qu'on appelle les boîtiers, c'est-à-dire ceux qui sont gérés et qui sont chargés de la gestion des biens et de la redistribution. Très intéressant. Alors, tout est en son jus. Alors, pourquoi? Parce que localement, lorsqu'il y a eu le passage des 2 colonnes infernales les 10 et 17 mars 1794, une partie de la population a été concentrée dans les lieux qui étaient clos et on a divisé cette partie en 2 lots. Un qu'on a emmené à Nantes et qui en règle générale a été décapité ou noyé, et l'autre qui a été exécuté sur place dans des conditions absolument épouvantables puisqu'une partie de ces gens ont été écrasés par les pressoirs à long fût. Et les propriétaires, au XIXe siècle, traumatisés par cette mémoire, n'ont fait travailler qu'un seul des 2 pressoirs. Alors je tiens à préciser que comme ces biens ont été nationalisés 3 fois en 7 ans, la 3e dénationalisation, c'est-à-dire le rachat par le même propriétaire qui avait acheté les 3 fois, s'est traduit par une concession au clergé. Autrement, ça aurait été nationalisé une 4e fois. Et en fait, c'est ma famille qui avait acheté tout cela. Et j'ai racheté ça à une cousine dans les années 1990, en partant de l'idée qu'il fallait que je remette ça à la disposition de la paroisse, de la communauté. C'est pour ça qu'à terme, tout ça reviendra à une fondation. Alors, pouvez-vous nous donner le programme de cette journée, l'aspect religieux, mais aussi le colloque, la table ronde? Que va-t-il se passer? Alors, cette journée va être décomposée en plusieurs ensembles. Le premier ensemble, c'est évidemment la messe, qui sera faite soit dans la chapelle de Milan, que nous avons restaurée depuis 30 ans, qui est la chapelle du prieuré Saint-Pierre-Esclien, ou à l'extérieur. Ensuite, il y aura un repas tiré du sac. Ensuite, il y aura un concert de musique classique au sein de l'église paroissiale, avec la présence d'un chœur extraordinaire. Puis ensuite, il y aura un colloque auquel vous participez et qui réunira un certain nombre de personnes qui ont réfléchi sur ces concepts de terrorisme sous la Révolution, mais aussi de toute cette transmission au 19e et 20e et bien entendu à l'heure actuelle. Il y aura un repas assis le soir et ça se terminera par une mise en scène son et lumière. Et bien entendu, on a invité un certain nombre d'exposants, que ce soit des écrivains, des artisans, des commerçants, qui présenteront leurs créations, leurs produits. Alors, comment peut-on s'inscrire? Une adresse, un site? C'est tout simple. Il suffit d'aller sur le site Mémoire du futur de l'Europe et suivre les indications. C'est très important de s'inscrire, ne serait-ce que pour la gestion du repas du dîner le soir. Merci beaucoup et donc nous nous retrouverons là-bas. Merci beaucoup, Reynald. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Cette émission s'achève. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde. Bon dimanche à tous. Merci beaucoup.